Pas de... Bonjour à tous. On va débuter cette session sur la partie social media, réseaux sociaux et marketing direct. Donc on va rapidement se présenter. Donc, je crois qu'on a 3 quarts d'heure, on essaiera de tenir dans les limites. Donc moi je me présente, je suis Julien Houdard, je suis le directeur général de Brand Ministry. On est une agence social média, on travaille donc sur les réseaux sociaux, on accompagne nos clients marques sur ces supports-là, avec beaucoup de Facebook et aussi d'autres réseaux sociaux un peu plus émergents. Et on travaille avec des marques et aussi des marchands et e-marchands tels que le groupe Casino Mercialis dont Thomas est le représentant ici aujourd'hui, Eram, Optical Center et d'autres marques. Donc je laisse Emmanuel et Thomas se présenter et puis ensuite on enchaînera. Bonjour, donc Thomas Poitot, je suis en charge du social media chez Mercialis. Donc Mercialis, c'est la foncière commerciale du groupe Casino. Donc on est propriétaire de centres commerciaux en France. Et voilà, et donc on met en place une stratégie sur les médias sociaux, dont une grande partie a pour but de récolter des données, de faire de la CRM. Donc on essaiera tout à l'heure d'en dire un peu plus. Voilà, ça marche. Et Emmanuel Vivier, donc j'ai géré pendant 10 ans une agence digitale qui s'appelle Vankson. Je suis désormais cofondateur d'un think tank digital qui s'appelle le Hub Institute, où on forme, on accompagne beaucoup de grandes marques pour passer au digital et en fait pour passer leurs équipes au digital, ce qui est loin d'être évident pour tout le monde. Alors, juste, on va essayer d'être aussi concret que possible et on a prévu des illustrations pour montrer un petit peu des cas clients, des choses qu'on a fait cette année dans nos structures différentes. Moi, j'ai juste une remarque. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une très petite minorité de marques et d'annonceurs qui vont sur les réseaux sociaux pour faire du marketing direct. Je pense que la plupart des marques, ils sont avant tout parce qu'il faut y être et parce que ce sont devenus des carrefours d'audience incroyables. Emmanuel va revenir là-dessus, mais quelques remarques. Les réseaux sociaux, ce n'est pas que Facebook, il y a d'autres choses. La sphère sociale, c'est aussi les blogs, c'est aussi les réseaux sociaux sur le mobile comme Foursquare, Instagram. On parle beaucoup de Facebook parce que c'est le réseau social qui a la plus grosse audience et qui offre les outils aux marques pour se développer. Et c'est très bien, mais il y a aussi d'autres choses peut-être à faire avec d'autres supports. Et malgré tout, moi je voulais vous donner 2 ou 3 chiffres en introduction sur l'impact qu'ont les réseaux sociaux sur notre utilisation tous les jours du web notamment. La première chose, c'est que par exemple Facebook, je vais y revenir parce que c'est le principal. Facebook, c'est 29 millions de Français inscrits, dont la moitié viennent tous les jours sur les pages de Facebook. Donc si vous faites une campagne de pub sur Facebook, vous avez la possibilité de toucher potentiellement encore plus de gens que si vous faites un spot après le 20h de TF1 en télé. Donc ça vous donne déjà une idée de la masse que vous pouvez toucher. La deuxième chose, c'est que 43% des plus de 55 ans sont sur Facebook en France. Donc Facebook, pour toucher les 15-35, c'est fini. En ciblant intelligemment, on peut aussi toucher les autres segments de la population. C'est une chose à savoir. Et la troisième, c'est que 1 minute sur 5 qui est passée sur l'Internet en France aujourd'hui, il est sur Facebook, sur les réseaux sociaux. C'est un chiffre assez impressionnant qui vous montre aussi que quand on développe une stratégie de vente ou commerciale ou marketing, on ne peut plus ignorer ces supports-là. Donc voilà, ça c'était quelques chiffres. Donc Emmanuel va vous parler de 2 cas qu'il veut mettre en avant, notamment aux États-Unis, je crois, sur ce qu'ont fait des retailers et comment ils ont utilisé les réseaux sociaux pour collecter des données et retoucher les gens. Moi, je vous parlerai plus précisément de quelles données on peut collecter sur les réseaux sociaux parce que je pense que quand on fait du marketing direct, il y a la collecte de données qui va nous permettre de mieux cibler et puis il y a les canaux qu'on utilise. Et la collecte de données, il y a beaucoup de questions, nous, quand on rencontre nos clients, sur si on fait des actions marketing sur les réseaux sociaux aujourd'hui, quelles données on peut collecter, comment on peut les réutiliser. Donc moi, j'essaierai de faire un focus là-dessus. Et Thomas, lui, se fera un focus sur une OP qui a été faite cette année dans plusieurs centres géants Casino. Donc voilà, Emmanuel, je te laisse continuer. Alors, je pense qu'il y a un premier point qui est vraiment important quand on parle effectivement de Facebook et des réseaux sociaux. Alors, c'est nouveau sans l'être parce que ça fait quand même quelques années qu'on a vu ce type de site qui permet aux gens de se connecter entre eux. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que souvent on nous demande un peu, qu'est-ce qu'il faut faire sur Facebook, c'est quoi la stratégie, c'est quoi les bonnes pratiques. Et la première vérité, en tout cas, qui est importante à retenir, c'est que chaque marque est différente.
quand on est dans le luxe ou quand on est dans la grande distribution, quand on est telle marque avec tel ADN ou telle autre, déjà potentiellement on n'est pas les mêmes marques, quoi. On communique pas de la même manière et sur Facebook ça doit être la même chose. Donc c'est vraiment important de se dire, c'est pas parce que quelqu'un d'autre a fait quelque chose que ça va forcément s'appliquer à nous. C'est pas parce que même notre concurrent a fait quelque chose que c'est une bonne idée forcément de le copier. D'ailleurs il peut se planter. Donc c'est vraiment important de comprendre que chacun va devoir se faire sa propre stratégie, comprendre son ADN, comprendre toutes les possibilités qu'offre Facebook. Et Facebook aujourd'hui, quand on parle de Facebook, c'est énormément de choses, hein. C'est effectivement, on peut ouvrir une page et publier des news, ça peut être des campagnes d'achat d'espace, ça peut être les boutons, les social plugins sur son site, et je crois que tu reparleras de l'Open Graph. On peut faire des applications, il y a les Facebook Deals avec la géolocalisation, enfin il y a énormément de choses. Donc c'est vrai que des fois, il faut prendre le temps de comprendre un tout petit peu la boîte à outils Facebook qui est un peu plus vaste que ce qu'on pourrait comprendre. Et ensuite, c'est vraiment de se poser, ok, je suis telle marque, quelle est ma cible? Est-ce qu'elle est ou pas présente ou est-ce qu'il y a peut-être d'autres outils, d'autres points de contact plus aisés pour aller la toucher? Quels sont mes objectifs? Et ça, on va vraiment en parler aujourd'hui. C'est être sur Facebook n'est qu'un moyen, n'est qu'un outil. Donc je suis sur Facebook pour faire quoi? De la notoriété, de la préférence de marque, pour faire mon support client, pour vendre plus, pour générer du trafic, pour faire de l'acquisition de bases de contact. Si on ne se pose pas cette question-là, finalement, on va y être pour y être, on va ouvrir une page et au bout de quelques mois, on va se dire bah, ça nous coûte de l'argent, ça nous coûte du temps et finalement, on ne sait pas trop pourquoi on y est. Alors je vais vous montrer un premier exemple qui est celui de Walmart aux États-Unis. Donc là, c'est assez intéressant. Si on peut récupérer les slides à la régie. Bon, on devrait les avoir d'ici peu. Donc Walmart, ce qui est intéressant, c'est que eux, plutôt que de faire une énorme page, on va dire Walmart officielle, en fait, eux, ils proposent aux gens, alors que ce soit sur leur site hein, pour aller vers Facebook, donc en bas à droite, ou que ce soit, comment ça s'appelle, sur leur Facebook, en fait, tout de suite, ils vont proposer aux gens d'entrer leur code postal. Et ils vont avoir une logique en fait alors on va y arriver, voilà, donc de permettre aux gens de localiser le magasin le plus proche et donc en fait la page va se personnaliser et ils vont avoir uniquement les informations liées au Walmart le plus proche de chez eux. Donc là ce qui est intéressant c'est qu'ils se sont dit finalement ce qui nous intéresse, c'est les promos, c'est les prix, c'est les news, qu'est-ce qui se passe à côté de chez vous. Le reste, on peut être fan de grands magasins, mais enfin, a priori, ça serait un petit peu bizarre. Alors, en fait, ce qu'ils vont faire d'autre, c'est tout simplement proposer à ces magasins de pouvoir mettre sur leur page Facebook des promos quotidiennes. Donc, ils l'utilisent vraiment comme un outil promotionnel. Donc, on va mettre en avant chaque jour. Donc, on va aussi motiver les gens à revenir parce que le vrai problème de la présence sociale de plein de marques, c'est finalement les sites plaquettes. C'est pas parce qu'on fait quelque chose finalement de 1.0 sur du 2.0, c'est pas parce qu'on fait du push un peu bourrin et commercial sur les réseaux sociaux qu'on devient une marque sociale. Une marque sociale, c'est si on est prêt à faire de la conversation, si on est prêt à animer un espace, si on est prêt à répondre et à faire participer les gens. Sinon, juste ouvrir une page Facebook, un compte Twitter, une page YouTube et mettre sa pub télé ou habituelle, on n'a pas changé grand-chose. Donc ensuite, les gens peuvent du coup sélectionner les promotions qui les intéressent et imprimer leur liste de courses pour pouvoir l'emmener avec eux dans le magasin. Je crois même que là, ils sont en train de travailler sur une démarche pour que même vous sachiez où dans le magasin il faut aller pour trouver le produit. Donc en plus du plan d'accès au magasin, le plan dans le magasin pour trouver les promos. Donc ça c'est une première utilisation et évidemment ils utilisent aussi une application forum qui permet vraiment aux gens de leur remonter énormément de choses sur ce qu'ils ont aimé, pas aimé, les questions qu'ils peuvent avoir. Donc là un côté plus support client, un peu communautaire. Finalement c'est un live panel qui leur permet finalement de voir un petit peu ce que les gens peuvent dire et comment ils peuvent prendre ça en compte pour améliorer leurs produits. Alors Tesco, eux, ils ont eu une approche un petit peu différente. Eux, ils se sont dit, on va aussi faire du promotionnel, mais finalement sur Facebook, les gens passent beaucoup de temps, ils ont beaucoup d'amis. Comment on peut utiliser Social Graph, ce réseau de contacts que les gens ont? Et donc ils se sont dit, finalement, on va les motiver à viraliser nos promotions, nos produits, mais
si on veut que ça marche vraiment, il faut les incentiver. Donc eux, en fait, ils ont fait toute une mécanique où si vous republiez un des produits mis en avant sur votre page et que les gens, il s'avère qu'ils vont l'acheter derrière, ben, on va recevoir des réductions et des points sur la carte fidélité. Donc eux, ils l'ont vraiment intégré, on va dire, à l'aspect recommandation et à l'aspect CRM. Donc là, ça montre bien que finalement, on peut faire plein de choses avec Facebook. On peut effectivement se dire, on doit faire du CRM, donc il faut quand même savoir que quand on poste sur sa page Facebook, on a en moyenne 16% des gens fans de cette page qui voient cette news s'afficher. Ça peut être un peu plus ou un peu moins en fonction du taux d'engagement. Et donc, on n'a pas les emails de ces personnes-là. Donc en fait, après, il faut vraiment réfléchir à des stratégies, par exemple d'embasement. On va faire du jeu concours, on va faire un formulaire de newsletter. On va motiver les gens qui sont déjà fans à laisser leurs coordonnées. Alors ça peut être leur email, mais pourquoi pas plus. Sinon, finalement, on a une page qui appartient à Facebook, qui fait un peu ce qu'il veut, qui pourrait même la fermer, ça peut arriver si on fait des bêtises, et qui peut-être un jour dira qu'il faut payer 10 000 euros par mois pour garder votre page active. Maintenant, vous avez 3 millions de fans à l'intérieur. Donc ça, vraiment, voilà, objectif super important. Sinon, on va avoir une page et on va pas savoir pourquoi on le fait. Juste une remarque par rapport à ce que tu dis, Emmanuel, c'est que je crois que dans les pays les plus avancés aux États-Unis, en Europe de l'Ouest, le trafic total sur Facebook, il y a 30 à 40% qui vient du mobile, du smartphone. Vous l'avez vu, tout le monde accède à Facebook aussi sur son mobile. Donc ce que tu montrais, où on peut voir dans quel magasin où aller, ou aller dans un certain magasin en situation de mobilité, c'est assez intéressant. D'ailleurs, ça fera un peu lien avec ce que va présenter Thomas, qui fait des OP en partie basés sur le mobile en centre commercial et aussi sur Facebook. Thomas, je te laisse la parole pour présenter ton cas. Alors donc chez Mercialis, on avait une problématique qui était assez simple. Donc on est propriétaire du centre commercial, bailleur, on laisse des cellules à des enseignes. Peut-être certains d'entre vous représentent ces enseignes. Et on souhaitait travailler Facebook de la même manière qu'on travaille tout notre stratégie marketing en B2B2C, c'est-à-dire s'adresser d'abord à tous les forces vives qui sont dans un centre commercial. Un centre commercial, alors il faut sortir de la tête pour nos exemples, les centres parisiens, les jumbo. Nous, on a des centres commerciaux en province avec maximum 100, 110 boutiques, mais qui sont quand même des points assez importants dans une ville. Le centre commercial est social par nature. Les gens viennent souvent, les gens ont des relations avec chacun des commerçants, les commerçants ont des relations entre eux. Et quand on a abordé cette partie de notre stratégie marketing vers les réseaux sociaux, on s'est dit, voilà, comment travailler, intégrer toutes ces données, toute cette existence sociale, et l'augmenter, le mettre en ligne et favoriser tout ça. Nos objectifs, ils sont simples, c'est de la notoriété dans une zone de chalandise, la notoriété du centre, le nom du centre, c'est quelque chose qui est très important. Et donc là-dessus, Facebook nous aide énormément. Les métriques là-dessus, du nombre d'affichages, la portée de vos contenus, c'est des choses qui sont assez intéressantes si vous travaillez sur le digital, que vous faites du display ou d'autres actions marketing. Vous verrez que la portée de votre marque sur Facebook, c'est quand même des chiffres qui commencent à être très intéressants. Ensuite, notre objectif, c'était donc de dynamiser la page Facebook du centre commercial en utilisant au maximum les ressources qu'on avait à disposition, à savoir les commerçants, les équipes des commerçants, potentiellement les enseignes nationales également pour qu'ils relaient nos opérations. Et puis bien évidemment, s'adresser dans un second temps aux clients pour que ces clients eux-mêmes participent à notre stratégie digitale. Donc on a été assez simple, on est parti sur le principe de l'élection, donc faire élire à nos clients leur boutique préférée. Donc c'est une opération qu'on a mis en ligne sur Facebook avec l'aide de Brand Ministry. Il y avait deux choses là-dedans. Bien sûr, inciter les commerçants à faire eux-mêmes le travail de recommandation qui se passe naturellement sur Facebook,
mais à le faire aussi dans la vraie vie. C'est-à-dire, notre boutique gagnante avait une dotation et les clients qui votaient avaient une dotation. Donc, on a vu, là dans l'exemple, c'est à Nîmes, Cap-Costière, on a vu des responsables de boutique, des commerçants, les équipes de chacune des boutiques se battre pour finalement la notoriété de la page du centre commercial et faire voter chacun de leurs clients. Pour ça, dans un centre commercial, forcément, les gens n'ont pas leur ordinateur avec eux. Donc, l'importance d'aller directement sur le mobile et de permettre également de voter simplement en boutique. Donc, voilà, notre application était donc sur Facebook, sur la page du centre, et puis avait derrière une dimension mobile avec un petit applicatif qui avait été développé avec un Facebook Connect. Donc voilà, les clients votaient pour la boutique qu'ils préféraient. Sur leur mobile, on avait mis une petite prime, ça faisait 3 votes. Voilà, sur Facebook, un seul. Et ça a plutôt bien fonctionné, puisque... Alors, en régie... Voilà, c'est mieux. Donc là, vous pouvez voir les deux. Donc en bas à gauche, vous avez sur chaque boutique, vous aviez un petit QR code à l'entrée qui incitait les gens à voter. Il y avait bien évidemment une PLV importante dans l'ensemble du centre. Et puis vous avez la déclinaison, donc l'applicatif sur Facebook et la déclinaison mobile. Voilà, alors le mobile, là c'est une opération qui avait lieu en avril, je crois. Donc on avait 4,7% de votants depuis le mobile, ce qui montre une première tendance. Pour rappel, on est en province, là on était à Nîmes, on n'est pas dans des zones hyper connectées, bien que ce soit en fort développement comme partout. Et voilà, donc sur l'ensemble des centres où cette opération a eu lieu, 2200 participations en moyenne. Donc voilà, sur la notoriété, on voit la moyenne, je crois que vous me contredirez peut-être, mais c'est 130 contacts sur Facebook par utilisateur. Donc voilà, la notoriété, la diffusion de ces informations s'est faite de manière bien évidemment hyper locale. Un centre commercial n'a pas besoin, à Nîmes, n'a pas besoin de fans qui habitent à Angers ou à Paris. Donc bien évidemment, tout ça, on limitait au niveau local. 5% depuis le mobile, 23% de participants qui ont partagé. Là aussi, c'est des taux plutôt intéressants. Je crois que plutôt dans la moyenne haute de ce que vous pouvez constater dans l'ensemble des opérations que vous mettez en place. Et puis là où on arrive voilà, sur un vrai lien avec le marketing direct, c'est qu'on a eu 30% d'opt-in sur l'email et le mobile pour le centre commercial. Ce qui, mine de rien, au vu de la multiplication des opérations qu'on fait sur Facebook, sur l'ensemble des centres, nous fait une source de captation de contacts qui est plutôt intéressante. Donc voilà, je crois que Facebook... Hop, on est arrivé au bout. Hein. Ah oui, pardon. Une chose importante, toujours, on appréhende vraiment Facebook comme un canal complémentaire à tout ce qu'on fait. Et donc... on essaye vraiment de lier au maximum ce qui se passe sur le web, ce qui se passe sur le digital et ce qui se passe en physique. Donc toujours pour inciter à voter de la PLV dans les centres, mais voilà, la remise des prix en physique, tout ça c'est des choses qui fonctionnent plutôt très bien. Voilà, donc vous aurez compris, Facebook pour nous c'est un vrai canal complémentaire pour notre stratégie marketing. Bien évidemment, au premier chef, pour du marketing relationnel, entretenir toujours un lien avec l'ensemble des clients, animer régulièrement cette base de clients ou de prospects dormantes, puisque bien évidemment, pour ceux qui connaissent, on arrive à atteindre sur Facebook une petite part du nombre de fans qu'on a, bien évidemment. Donc, il faut sans arrêt animer, relancer, réveiller les contacts qu'on a via Facebook. Et donc, pour ça, c'est un outil vraiment très puissant et très intéressant.
On a remarqué aussi qu'en local, il y avait une vraie appétence aujourd'hui pour les consommateurs et les clients d'avoir des tas d'informations locales. On arrive sur des centres commerciaux à 12 000, entre 10 et 12 000 fans sur une zone de chalandise. Vous avez 12 000 fans à Besançon. Vous n'êtes pas loin d'être la plus grosse page locale, voire régionale. Donc là-dedans, on voit qu'on est vraiment une source que notre objectif initial, qui était donc de créer de la relation avec nos clients et nos prospects, ça se transforme petit à petit quasiment en média local, où on arrive même à construire de la relation avec les institutionnels, avec les associations locales. Voilà. Et donc le centre commercial, ben, comme il le fait en réel, a vraiment cette vocation à être un interlocuteur local et à nous amener du coup constamment des contacts. Merci Thomas. Juste en complément, je rajoutais que sur cette OP, deux choses. On a évidemment recruté des fans et des participants aussi via un peu d'achat média sur Facebook hyper localisé par code postal autour du centre commercial. Donc ça nous permettait, comme tu disais, de recruter géolocalisé. Et la deuxième chose, c'est que vous avez vu sur la partie mobile, sur le slide avant, il y a un petit bouton Facebook Connect. Donc les gens, pour voter, on devait les identifier pour savoir s'ils avaient voté pour une certaine boutique depuis le mobile. Donc ils se connectaient en Facebook Connect. Donc on utilisait un des outils mis à disposition par Facebook. Et ça a fait un peu la transition avec le troisième volet de notre intervention dont je voulais vous parler. Je vais essayer. Oups. Comment je ne suis pas très bon dans la manipulation des slides. C'est celui-là. En fait, quand on fait du marketing direct, puisque c'est le thème du salon, je pense qu'il y a deux aspects principaux. C'est sur la base de quelles données, comment on récupère les données, comment on les collecte, est-ce qu'on peut les utiliser. Et puis ensuite, il y a le canal avec lequel on va retoucher les prospects et les clients. Donc moi, je voulais faire une petite intervention particulièrement sur les données qu'on peut collecter à la suite d'activités sur les réseaux sociaux et notamment sur Facebook. C'est une question qu'on nous pose dans quasiment toutes les réunions qu'on a avec nos clients et nos prospects. C'est si je fais une OP sur Facebook, est-ce que je peux garder les données, est-ce que je peux les réutiliser pour segmenter mes bases, etc. Donc je voulais aussi un petit peu montrer aujourd'hui quelles étaient les sources de données sur du Facebook, qui reste le principal réseau social utilisé par les marques, et puis comment tout ça peut être utilisé. Donc sur ce slide-là, je montre sur la partie gauche ce qu'on appelle le social graph public. Donc quand quelqu'un devient fan de votre marque, vous récupérez déjà quelques infos sur ce fan qui sont son social graph public et son un identifiant qui est le Facebook ID, mais pas l'email, donc un nombre à 12 chiffres. Le prénom, le nom, le sexe et la langue. Donc ça fait déjà quelques informations sur les gens qui sont vos fans et qui vous suivent sur la page Facebook, premier niveau. Ensuite, évidemment, si vous voulez récupérer plus de données, dont l'email et des données personnelles comme le code postal, plus des centres d'intérêt, là, ça passe par des opérations, des applications dans Facebook, que vous avez peut-être déjà fait pour certains d'entre vous. Donc par exemple, vous lancez un jeu concours ou une application pour présenter des promotions sur votre page. Quand la personne accède à cette application, elle a une petite pop-up qu'il faut accepter au départ. Vous, en tant qu'éditeur de cette page, vous avez mis dans la pop-up les données que vous lui demandez de partager. Donc ça peut être juste son prénom, nom, email. Ça peut être aussi ses données personnelles, ses centres d'intérêt, les données de ses amis. Ça, c'est à vous de trouver l'équilibre entre ce que vous voulez récupérer comme données et ce que vous pensez que vos prospects et fans vont accepter de partager sur Facebook. Et ce que vous voulez aussi, in fine, récolter pour ensuite les réutiliser ou pas. Donc nous, on fait des OP avec des clients sur Facebook où le but n'est pas de récolter des données et de mieux connaître les fans. Donc on demande la base, c'est nom, prénom, email. Par contre, on en fait d'autres avec des e-marchands où eux, ils veulent qualifier un max. Donc on essaie de récolter beaucoup plus de données. Évidemment, il y a un taux de rebond plus important parce que ça en fait encore peur à certaines personnes de partager trop de données. Mais ça, je pense que c'est aussi une question d'éducation de marché. Les gens partagent de plus en plus et plus facilement, surtout chez les jeunes. Donc voilà, ça c'est deux premières sources de données que vous avez. La partie social graph public quand quelqu'un est fan de votre page et les données que vous récupérez quand vous faites une application. Troisième source qui n'a rien de propre à Facebook, qui existe par ailleurs sur le web ou sur d'autres supports, c'est tout ce qui est données déclaratives. Donc quand vous faites une application qui n'est pas forcément d'ailleurs un jeu concours, hein, si vous êtes un vendeur de voitures et vous mettez en avant en exclusivité des test drive pour votre communauté,
ou des opérations comme on avait fait avec Guerlain, nous sur la gauche, où les 3000 premiers fans qui venaient pouvaient recevoir un échantillon du parfum chez eux. Là, c'est aussi une opportunité de qualifier les gens et de façon déclarative. Et là, vous pouvez récupérer un opt-in et utiliser ces données pour segmenter vos bases et retoucher les personnes. Donc comme si vous faisiez une application ou un jeu concours sur tout autre support. Donc ça, c'est les trois principales... Merci la technique. C'est les trois principales sources de récupération de données sur Facebook. Et après, je voulais m'attarder aussi un petit peu sur la partie Open Graph, parce que c'est quelque chose que vous connaissez certainement. Et je voulais détailler un petit peu ce que c'est vraiment que l'Open Graph, quelles données vous pouvez récupérer, c'est aussi assez important. Quand Facebook a lancé l'Open Graph il y a 3 ou 4 ans maintenant au moins, il y a une première version, parce qu'il faut comprendre que l'objectif de Facebook, c'est pas d'avoir sa page de marque sur Facebook et qu'à terme, cette page remplace votre site web. C'est pas du tout ça l'objectif de Facebook. L'objectif, c'est plutôt d'offrir tous les outils aux marques pour développer les communautés, l'engagement, les conversations sur Facebook, et aussi rendre un peu plus social le parcours utilisateur sur votre site, sur vos applis mobiles. Donc c'est pour ça qu'ils ont développé, et ils ont été en avance, et je pense que c'est aussi pour ça qu'ils ont eu autant de succès, parce qu'ils ont été les premiers à offrir ce genre d'outils. Ils offrent aujourd'hui une série d'outils qui s'appelle notamment Open Graph, qui vous permet de mettre des fonctions de partage sur le parcours utilisateur sur votre site. Donc ça va du bouton like sur une fiche produit que vous connaissez tous, à une boîte de commentaires Facebook en bas de la page produit où les gens peuvent mettre des commentaires, et quand ils rentrent un commentaire, ça publie aussi ce commentaire auprès de leurs fans sur leur page, donc ça partage. Et une série de 13 ou 14 qu'on appelle des petits social plugins, des petites fonctions de partage de contenu que vous pouvez mettre sur votre site. C'est juste, je te laisserai finir. Ces fonctions partagent du contenu sur Facebook suite à une action de la personne sur le site. Donc je clique sur un bouton like sur votre fiche produit sur le site, ça met un post auprès de ma communauté, mais à chaque fois parce que j'ai fait une action sur votre site. Donc ça, c'était la première version il y a 3 ans. Emmanuel, je te laisse... Non, tu veux peut-être définir Open Graph pour les gens qui sont pas tous à fond sur Facebook. Vas-y. Non, vas-y, peut-être expliquer le concept. Le concept, c'est ça, c'est cette série d'outils que donne Facebook aux marques pour socialiser votre site, votre appli et partager le contenu sur votre réseau d'amis. En gros, l'Open Graph, c'est finalement toutes les interactions que vous avez pu avoir en tant qu'utilisateur avec d'autres utilisateurs, avec d'autres contenus, avec d'autres pages, que ce soit sur Facebook ou effectivement avec les boutons ailleurs. Finalement, tout ça est enregistré par Facebook, et donc il y a possibilité de s'interfacer avec ces données-là pour derrière pouvoir récupérer, partager ou activer certaines de ces informations. Quelque chose qui est intéressant sur cet Open Graph, c'est que ça nous permet aussi, nous marques, d'uniformiser l'ensemble de nos devices, de nos supports. Pour notre écosystème chez Mercialis, on a un site mobile, une application mobile et une page Facebook. C'est en gros nos leviers stratégiques sur lesquels on travaille cette stratégie marketing. Le fait d'unifier tout ça avec Facebook dans les usages et chez nos utilisateurs, c'est très important, parce que c'est vraiment un système de vase communicant. Les gens qui voient sur l'application mobile qu'effectivement ils peuvent partager tout leur contenu, qu'il y a les boutons, que l'Open Graph est utilisé sur l'application mobile, et se disent tiens, il y a donc une page Facebook et viennent chez nous derrière. À l'inverse, Facebook derrière en marketing direct nous permet quand même d'atteindre un nombre de personnes assez impressionnantes et d'avoir des vrais retours quali après de nos clients en magasin. On avait fait une expérimentation sur le Facebook Offers qui est au tout début quand ça a été lancé. On avait lancé une offre pour les cafétérias Casino qui était un repas acheté, un repas offert, je crois. On avait eu en quelques heures 190 personnes qui avaient débloqué le coupon sur Facebook, et on avait eu un retour en magasin de 152 personnes. Ce qui montre vraiment qu'une fois qu'on arrive à travailler, à monter une communauté, à avoir des contacts forts et réguliers avec des clients ou des prospects, derrière, tout l'enjeu pour nous retailers, ça va être de faire redescendre alors en magasin ou sur des sites internet pour les e-marchands, mais de faire redescendre ces gens dans nos espaces de commerce. Donc je crois que en marketing direct, on ne va pas dire
ici dans ce salon que l'email a des problèmes. Mais je pense que c'est vraiment très intéressant de compléter tout ce que vous pourrez faire sur de l'emailing, de compléter votre arsenal en marketing direct pour pouvoir derrière être prêt pour aller chercher des clients quand l'un ou l'autre des leviers baisse un petit peu. Juste pour compléter par rapport à ce que Thomas disait, les offres Facebook, c'est ce petit format de coupon que Facebook a lancé il y a quelques semaines qui vous permet de mettre en avant des coupons sur votre fil d'actualité auprès d'un pourcentage plus ou moins élevé de votre base de fans. Donc avec un retour assez intéressant comme le disait Thomas. Donc je vais juste, pour être complet sur ma définition, pour vous donner un peu la... Facebook a lancé au début de l'année ce qu'on appelle l'Open Graph V2, qui est un peu plus avancé, qui est peut-être un peu moins pertinent pour le moment pour les marchands et e-marchands, mais qui permet en tout cas, quand quelqu'un vient sur votre site, donc il vient sur une page qui peut être définie comme objet, ce qui déclenche une action et un partage de contenu de post sur le mur. Donc je viens par exemple sur une page et ça peut dire par exemple Julien est venu sur la page du site XXX et a consulté la fiche produit de façon un peu plus automatisée. Donc ça c'est une nouvelle version depuis le début de l'année qui est notamment utilisée beaucoup par les médias pour diffuser leur contenu après que les gens sont venus lire un article sur le site de l'équipe ou voir une vidéo sur Dailymotion. Voilà, ça c'était pour être complet. Et le troisième point sur les outils Facebook, chose dont on a parlé plusieurs fois lors de ce panel, c'est la partie Facebook Connect, qui est aussi super importante pour les e-marchands notamment. Donc Facebook Connect, c'est tout simplement la possibilité d'utiliser les identifiants Facebook pour s'identifier sur tout autre support. Donc, je vais sur mon site marchand acheter une paire de chaussures et à la fin, quand je dois vider mon panier, on sait que c'est là qu'il y a une perte en général de 70 à 80%. Et bien pour diminuer cette perte, Facebook offre la possibilité aux e-marchands de créer un compte automatiquement en cliquant sur le bouton Facebook Connect au lieu de créer un compte sur le système classique du site e-marchand où je dois rentrer mes noms, prénoms, etc. En cliquant sur Facebook Connect, tous les champs sont déjà remplis parce que ça récupère les données de votre compte Facebook derrière et votre compte est créé automatiquement. Et donc il y a une déperdition d'acheteurs au bout de la chaîne, moindre en théorie en tout cas. Donc nous on fait des tests là-dessus avec des clients. On fait des tests sur lesquels aussi quand les gens se connectent, utilisent leur identifiant Facebook pour acheter sur un site, on leur demande aussi s'ils sont d'accord pour partager aussi les données de leurs amis, ce qui fait qu'on peut en théorie récupérer nom, prénom, les photos de leurs 150 amis par exemple, ce qui fait que quand on le fait avec un site de champagne, la prochaine fois que je viens acheter une bouteille de champagne sur le site, je vais mettre en avant, je vais voir en tout cas sur la home les photos de mes 2-3 amis dont c'est l'anniversaire dans les X prochaines semaines parce qu'on a récupéré la date de vos amis, la date d'anniversaire de vos amis, ce qui peut vous pousser à peut-être leur offrir une bouteille de champagne via ce site sur lequel vous êtes venu. Donc tous ces outils sont disponibles pour socialiser le parcours d'achat et vous inciter aussi à être un peu plus au courant de ce que font vos amis, de leur date d'anniversaire, etc. Je crois qu'on est arrivé à peu près au bout de ce qu'on voulait vous présenter. Ça tombe bien parce que Gaël me dit qu'on n'avait plus que 5 minutes. Thomas, Emmanuel, vous avez une petite conclusion, des choses à rajouter ou on passe directement aux questions? On passe aux questions. Si vous avez des choses à nous demander ou s'il y a des points sur lesquels on a été moins clair, n'hésitez pas. Bonjour. Petite question, en fait, on parle justement des datas qu'on peut récupérer sur Facebook. Comment est-ce qu'on peut les utiliser en fait? C'est un point que vous vouliez aborder au départ, qu'on n'a pas forcément abordé. Est-ce qu'on a le droit de faire de l'emailing avec toutes les adresses email qu'on a récoltées, etc. Alors, on l'a évoqué tout à l'heure rapidement, peut-être trop rapidement. Il y a toujours la nécessité d'avoir un opt-in. Vous savez qu'il y a des règles qui sont assez dures en France et il faut s'y conformer. Donc, en fait, toutes les règles, notamment les règles de la CNIL, sont applicables aux contacts que vous allez récupérer sur Facebook. Donc aujourd'hui, sur le Facebook ID et les données naturelles que nous donne Facebook, en gros, vous pouvez avoir 10 ou 15 000 fans, vous pourrez les toucher, les atteindre que dans Facebook si vous ne les faites pas ressortir via un applicatif pour leur demander s'ils sont d'accord pour être contactés ensuite. Donc ça, c'est exactement les mêmes règles après que le marketing digital, marketing direct digital et le marketing direct classique. Voilà. Effectivement, nous aujourd'hui, on n'utilise que les données récupérées de façon déclarative avec un opt-in pour retoucher les gens. Par contre,
l'utilité de récupérer des données via Facebook Connect ou via des boîtes de permission. Ces données vont pouvoir être utilisées par exemple pour personnaliser le parcours d'achat sur le site. Alors c'est retoucher les gens pas via de l'emailing, mais c'est les retoucher d'une meilleure façon et d'une façon différente. Donc voilà, j'espère que ça répond à votre question. D'autres questions? Oui, dans le fond. Bonjour. Vous avez beaucoup parlé de Facebook, mais est-ce que Twitter a les mêmes outils? Est-ce qu'ils ont développé la même batterie d'outils qui peuvent être utilisés pour développer des applications et récupérer aussi des données? Merci. Je réponds et puis Emmanuel complétera peut-être après. Alors Twitter, effectivement, c'est intéressant parce que Twitter progressait en termes d'audience jusqu'au début de l'année, mais tranquillement. Et puis moi, ce que j'ai constaté, en tout cas, c'est que depuis les élections, il y a aussi beaucoup de jeunes qui sont sur Twitter et l'audience, en tout cas, s'est énormément développée. Sur la partie outils, ça fait un petit moment qu'ils travaillent aux US sur la mise à disposition d'outils. Ils ont maintenant une équipe avec des gens francophones pour le support en Angleterre et ils montent une équipe en France. Et il est aujourd'hui possible de faire des applications sur Twitter et depuis peu d'acheter de l'espace média. Donc ça vient petit à petit, il y a de plus en plus d'outils. C'est encore un peu en retard par rapport à ce qu'on peut faire sur du Facebook. Et en plus, ce qui est important, c'est de noter que Twitter, c'est pas la même audience que Facebook parce que je pense que sur Twitter, il y a une audience dormante encore plus importante que sur Facebook. C'est-à-dire qu'il y a peut-être, je sais pas, 2, 3, 4 personnes des inscrits Twitter qui postent du contenu et le reste qui vient suivre, qui s'en sert comme d'un fil d'information. Sur Facebook, il y a quand même une partie plus importante des gens qui sont actifs. Donc on ne touche pas les gens et on ne dialogue pas avec les gens de la même façon. Twitter, en termes d'influenceurs et de gens qui publient du contenu, c'est quand même encore très journaliste, blogueur, les gens que je viens suivre. Et c'est pas du... Je ne suis pas mes amis de façon réciproque. Donc c'est un petit peu différent. En termes d'outils, on y vient. Et les audiences arrivent aussi. Ce qui est important de comprendre, c'est effectivement que Facebook, c'est plutôt les amis qu'on connaît. Twitter, c'est plutôt les gens qui nous intéressent. Donc ça peut être effectivement des célébrités, des hommes politiques. Et c'est encore réservé à une petite, à une élite qui explose. Et effectivement, nous, on a marqué en fait que c'était le tweet de Valérie Trierweiler qui a fait exploser les choses, tout simplement parce que c'était beaucoup repris par la presse nationale qui a mis Twitter en homepage de cette presse-là et qui du coup a permis de toucher plein de gens en France qui avaient vaguement entendu parler de ce réseau social. La deuxième chose aussi, c'est l'utilisation des hashtags. Vous savez, le petit signe dièse avec le mot-clé sur Twitter qui est de plus en plus utilisé sur toutes les émissions de télé pour proposer aux gens de réagir à l'émission en live. Et donc évidemment, quand on a une campagne télé sur je ne sais pas combien d'émissions parce que gratuitement elles font la promo de Twitter, ça aide énormément à l'adoption et on peut imaginer que Twitter va fortement se développer. Après, c'est sûr qu'en termes de format publicitaire aujourd'hui, rien ne vous empêche déjà de publier des posts en 140 caractères qui font la promo, qui font la promo d'une promo. Et ça, aux États-Unis, ça fait déjà des années que Dell, par exemple, a un compte Dell Outlet sur Twitter où ils font du déstockage, donc en mettant le produit, la promo, la date, le code à utiliser, ils traquent tout ça, ils connaissent leur taux de transfo. Par contre, au niveau des formats publicitaires, on peut avoir des tweets sponsorisés en passant par la régie Twitter. Après, il y a des régies blogueurs comme Buzz Paradise ou d'autres qui proposent aussi des tweets sponsors, mais on n'a pas la richesse de ciblage, on n'a pas tous les formats qu'on peut avoir comme sur Facebook. Et surtout sur l'aspect stat, il y a une interface stat business qui est encore pas disponible sur la France. Il y a quelques comptes aux US qui l'ont et ça manque encore énormément pour analyser un petit peu le résultat des efforts qu'on peut y mettre. Je pense, juste pour être complet, je pense que il y a eu plusieurs articles cet été qui disaient que Twitter était le réseau social qui potentiellement, en termes de format publicitaire, a le plus de potentiel parce que si on peut lier ça à des mots-clés dans le tweet, c'est dans l'instant en mobilité, ça peut être assez puissant si on me montre une pub qui est un peu liée au message que j'ai publié ou que mes amis ont publié dans l'instant, donc ça peut être assez intéressant. Voilà. D'autres questions? Bon, je vais faire les deux. Hein. En fait, on m'entend? Ouais. On a donné beaucoup d'exemples concernant le B2C.
Je voudrais savoir si vous avez des exemples ou des exemples d'outils ou des cas qui ont performé dans le B2C, dans le B2B, excusez-moi. Et en fait, la question derrière, c'est est-ce que vous pensez que les réseaux sociaux ont une place aujourd'hui dans le B2B, si c'est pas trop... Ah, vous avez rien entendu en fait? Vous m'entendez là? D'accord. La question que je voudrais savoir, c'est si vous avez des exemples d'outils sociaux qui ont performé dans le cadre du B2B. Et si les réseaux sociaux ont une place aujourd'hui dans le B2B ou si c'est trop prématuré. Alors, en fait, je pense que le B2B, quand on voit les stats que tu annonçais tout à l'heure sur un nombre d'utilisateurs, donc on est à peu près sûr qu'au bout d'un moment, les gens ils sont aussi sur Facebook, même dans le B2B. Bon, après, ils sont aussi sur LinkedIn. Alors, sur de la chasse, par exemple, j'irais peut-être plus sur du LinkedIn en réseau social. Mais maintenant, clairement, je pense qu'on le voit tous en B2B, c'est des problématiques un peu complexes. On doit sélectionner les prestataires et honnêtement, pour moi, c'est même pas un problème de Facebook, c'est plus un problème de contenu. C'est si je veux pouvoir toucher ma cible, il faut que je puisse les intéresser. Pour les intéresser, il faut que je crée du contenu à valeur ajoutée, pas trop promotionnel. Ça peut être du livre blanc sur SlideShare, et on en voit beaucoup, ce YouTube du PowerPoint qui permet de partager des présentations. Donc ça marche excellemment bien. On voit beaucoup de livres blancs qui ont beaucoup de succès. Mais après, on pourrait très bien avoir un groupe, soit pour sa marque, soit sur une problématique sur Facebook, où on partage avec des experts. Il y a des groupes, par exemple, sur Facebook Marketing qui marchent très très bien, où il y a beaucoup d'experts et différents prestataires qui viennent partager des études de cas, des retours d'expérience, des questions, et on peut animer complètement comme ça une communauté qu'on pourrait créer. On pourrait créer aussi un groupe protégé avec un mot de passe, par exemple avec ses clients. Et uniquement avec ses clients, partager ses trucs et astuces avec des experts derrière. Je sais, j'ai plus le nom, mais il y a un logiciel de compta aux États-Unis qui est lié au PME qui marche extrêmement bien et dont on va dire la moitié du support est fait par les utilisateurs eux-mêmes, quoi. Juste pour compléter, c'est bientôt. Merci madame. Pour répondre à votre question de manière très pratique, aujourd'hui chez Mercialys, donc il y a 260 enseignes nationales qui ont des baux chez nous, et on est en contact aujourd'hui via justement un groupe privé avec énormément de marketing managers de ces enseignes sur lesquels voilà, on partage justement pratiques, on partage, et voilà, et du coup c'est un vrai moyen aujourd'hui Facebook d'animer nous notre première communauté, notre communauté de commerçants et d'enseignes nationales, et c'est quelque chose aujourd'hui qu'on utilise. Encore une question ou... Oui. Bonjour. Bonjour. Vous parlez beaucoup pour les grands groupes, mais pour les petites structures, Facebook c'est peut-être un petit peu trop... Non, nous on travaille parfois avec des plus petites marques, des plus petites structures, et en plus, ce qui est bien sur Facebook, c'est que vous pouvez énormément cibler. Donc on a par exemple, on a travaillé pour des mairies en région parisienne qui voulaient recruter sur leur page Facebook. Une mairie doit y avoir 20 000 habitants, ils voulaient recruter 2 à 3 000 personnes sur leur commune. Donc on a fait des campagnes ultra ciblées. Ça leur permet d'ouvrir une boîte de dialogue permanente sur leur feed, leur page Facebook avec les gens de la commune. Donc c'est un exemple. Donc il n'y a pas de ticket d'entrée sur Facebook sur de la campagne. Il commence à avoir des petits tickets d'entrée, mais ça reste assez bas, 1 500 2 000 euros. Il y a des outils qui vous permettent de développer des applications pour pas très cher. Donc on peut aussi faire des choses intéressantes en ciblant bien pour des plus petites structures. Une nouvelle fois sur nos centres commerciaux, il y a énormément de petits commerçants, de grandes chaînes, des franchisés ou même des petits indépendants qui arrivent facilement avec un contenu qualitatif
à fédérer 600, 700, 1000 fans et à faire vivre comme ça autour de leur commerce avec des petites offres exclusives, avec du contenu de marque qui est raconté. Et ça, c'est des choses qui sont vraiment extrêmement intéressantes parce qu'ils gardent un vrai contact avec leurs clients. Et pour la plupart, il y a eu 0 recrutement. Voilà, là-dessus, on est sur du vrai marketing relationnel. On est bon? Dernière question? Non. Bah, merci à vous.